Bienvenue sur Hippocampe. Moi c'est Marie, votre hôte pour aujourd'hui et pour les prochains épisodes. Cette saison sera entièrement dédiée à la question du psychotraumatisme. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hippocampe Podcast, dans lequel nous allons parler aujourd'hui de la question des addictions. Pour aborder ce sujet aussi passionnant que complexe, j'ai le plaisir d'accueillir Olivia Chival. Olivia est psychiatre, addictologue. Elle exerce à Briançon. Elle a également travaillé en XAPA, Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, et a monté une équipe d'addictologie aussi appelée ELSA. Vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Olivia Chival, ainsi que sur les plateformes d'écoute puisqu'elle a également un podcast, Incorporé, dans lequel elle propose des ressources, des réflexions et des échanges avec d'autres professionnels. Je vous mets le lien de son compte en description et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Olivia. Bonjour Marie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Pour introduire cet épisode, est-ce que déjà tu pourrais nous dire qu'est-ce qu'une addiction et comment on peut la définir ? Oui, alors je vais reprendre une définition officielle du coup que j'ai prise sur Internet. Comme ça c'est très clair. C'est le NIDA, le National Institute of Drug Abuse, donc c'est aux États-Unis, qui dit qu'une addiction, c'est une affection cérébrale chronique récidivante caractérisée par la recherche et l'usage compulsif de drogues malgré la connaissance de ses conséquences nocives. Donc en fait, on peut dire j'ai une addiction si je suis obligée d'aller chercher une substance, surtout une substance, mais ça peut être des comportements, malgré le fait que je sais que c'est nocif pour moi, que ça me fait du mal. Et après, on peut aller regarder dans le DSM, c'est une classification internationale aussi, où ce qui est important dans les addictions, c'est la perte de contrôle. Donc, je veux réduire ce comportement ou moins consommer. Et je passe beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à réduire cette consommation et c'est pas possible ou c'est difficile. Je néglige mes activités scolaires ou mes activités professionnelles. Je néglige mes contacts sociaux pour ça. Et il y a une tolérance, ça veut dire, si on parle d'une substance, sur la durée, je suis obligée de consommer de plus en plus pour atteindre le même effet. Ça s'appelle une tolérance. Du coup, il y a aussi la notion de sevrage. Quand j'arrête, il y a un syndrome de sevrage physique aussi. Vraiment, le corps, il réagit. Et voilà, en gros, c'est ça la définition officielle. J'ai peut-être oublié 2-3 trucs, mais en gros, c'est un peu ça. C'est parfait, merci beaucoup. Cela me fait penser à la notion de dépendance qu'on peut entendre également. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux termes, donc addiction et dépendance ? Alors, oui, officiellement, oui. Pour moi, j'avoue, c'est très fin. Elle est très fin, la différence. En fait, la dépendance, dans la définition, ça se lie vraiment à cette idée de syndrome de sevrage. Donc, je peux avoir une dépendance, par exemple, à un médicament. Ça veut dire que quand je l'arrête brutalement, mon corps, il réagit, il y a un syndrome de sevrage, sans qu'il y ait tous les composants d'une addiction. Sans que, par exemple, je néglige mon entourage et mes activités professionnelles pour me procurer ce médicament-là. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les principales substances et ou pratiques qui peuvent générer de l'addiction ? Alors oui, en termes de substances, celle qui est le plus addictogène et à laquelle on pense peut-être pas forcément en premier, c'est le tabac. Et l'alcool aussi, ce qui est intéressant parce que, bon, le tabac peut-être de moins en moins, mais surtout en France, l'alcool, ça fait encore vraiment partie de la société. Et je me rappelle quand j'ai travaillé en addicto, ça m'est arrivé souvent, même à l'hôpital, dans des services
un peu généraux où j'ai demandé est-ce que vous buvez de l'alcool? Et la réponse était non. Et quand je demande et du vin? Eh bien, oui, 2 verres tous les midis. Donc, pour certaines personnes, le vin, ça fait tellement partie de la société et de la vie commune que ça fait pas partie forcément de l'alcool. Donc, il y a tabac, alcool, il y a le cannabis, l'héroïne, la cocaïne. Il y a certains médicaments aussi qui peuvent créer une addiction. Et dans les comportements, j'ai cru voir que dans le dernier DSM, il n'y a plus qu'un comportement qui est vraiment dans la définition. Je crois que c'était le jeu, mais en fait, il y a d'autres comportements qui peuvent induire un comportement addictif comme le sexe, les achats, le sport, l'alimentation. Donc en fait, tous les comportements et toutes les substances qui créent une rapide récompense au niveau du cerveau. Par exemple, dans les réseaux sociaux, ces likes là, à chaque fois qu'on a des likes, ça crée une décharge ou une libération de dopamine, et ça, c'est addictogène. Quand le cerveau, vraiment au niveau physiologique, réagit fortement et rapidement. Ouais, c'est très intéressant de faire du lien en effet avec le contexte social, notamment donc pour l'alcool qui prend une place importante dans notre société. C'est très intéressant parce que quand on parle d'addiction, souvent on pense directement aux drogues dures, alors que l'addiction, elle est au milieu de notre société en fait. Complètement. On va maintenant glisser donc tout doucement au cœur de notre sujet. Quelles sont les causes, les facteurs de risque d'une conduite addictive, et qu'est-ce qui peut expliquer que certaines personnes vont s'abstenir et ou consommer modérément, et d'autres personnes vont souffrir d'un trouble lié à la consommation? Alors, c'est multifactoriel, donc on peut pas, c'est rarement un lien très direct où on peut dire il y a telle et telle raison qui fait que cette personne a une plus grande vulnérabilité. Moi, j'aime bien parler de vulnérabilité, ça se passe au niveau du cerveau, et il y a le transgénérationnel. Si dans ma famille, il y a beaucoup de personnes qui ont eu des fortes addictions, eh ben, il est plus probable que génétiquement, que moi je vais aussi avoir une vulnérabilité à développer des addictions. Et après, il y a un lien entre les traumatismes, ce qu'on a vécu précocement, souvent dans l'enfance, et le développement d'une addiction. Et il y a notamment une étude qui a été menée là-dessus, qui s'appelle ACE, ou ACE, Adverse Childhood Experiences, c'était dans les années 90, où ils ont fait un lien assez direct entre les traumatismes de l'enfance et un peu en général des problèmes de santé et des problèmes sociaux. Donc en gros, si j'ai vécu des traumatismes pendant mon enfance, et ça peut être de la négligence, comme ça peut être des violences, comme ça peut être, et je pense que vous en avez parlé beaucoup dans ce podcast, des choses moins graves mais répétées, eh bien, dans l'étude, ils ont démontré que ces enfants qui ont vécu ces difficultés-là, plus tard dans la vie, vont être beaucoup plus susceptibles à avoir des problèmes de santé et des difficultés sociaux. Et ils ont aussi créé un lien ou vu un lien avec les addictions. Les difficultés, les traumatismes pendant l'enfance rendent le cerveau plus vulnérable par rapport à des addictions. Très bien, donc si je reformule un petit peu les éléments que tu viens de donner, donc il y aurait 2 choses principalement, donc qui sont une partie plutôt transgénérationnelle et les expériences adverses vécues pendant l'enfance, type ACE. Ouais, après il y a certainement plein d'autres influences, mais ça c'est un peu les grands, je pense, qui rendent le cerveau vulnérable. Voilà, ça nous donne quelques axes déjà pour la suite. Donc tu l'as un petit peu évoqué dans la précédente question, mais quel lien peut-on faire donc entre trauma et addiction ? Et est-ce que on pourrait dire que l'addiction pourrait être un moyen pour la personne de gérer le trouble de stress post-traumatique, en quelque sorte une recherche d'automédication ?
Alors, quand j'ai vécu un traumatisme, ce qui se passe, c'est que ça va être plus difficile de gérer des émotions difficiles. Parce qu'en fait, un traumatisme, dans le cerveau, c'est un peu comme s'il n'y a pas de fin à mon expérience adverse. Et mon cerveau, il revit tout le temps la même expérience traumatisante. Ce qui fait que mon système, il est hijacked, il est pris en otage assez souvent, sous forme où je suis débordée par mes émotions. Ça, c'est difficile à vivre. Ça peut être des angoisses, ça peut être des symptômes physiques. Et donc, je peux avoir tendance à avoir recours à, par exemple, du cannabis pour apaiser mon système nerveux. Ça peut être des médicaments. Ça peut être des comportements qui canalisent mon système nerveux, comme par exemple une activité sportive intense. Donc oui, je peux inconsciemment utiliser, entre guillemets, une substance ou un comportement pour m'apaiser par rapport aux effets des traumatismes que j'ai vécus. Et après, il y a un truc qui est intéressant, c'est que au niveau neurophysiologique, autant les traumatismes que les addictions augmentent les opiacés endogènes. Alors, c'est quoi les opiacés endogènes? On connaît les opiacés comme l'opium ou l'héroïne qui est un opiacé. Mais en fait, le corps, il produit des opiacés à l'intérieur du cerveau pour apaiser des douleurs, par exemple, et aussi du stress. Donc ça, c'est de l'opium, en gros, que mon corps il produit pour s'autoréguler. Et cet opium que je produis à l'intérieur de moi a une influence sur deux structures, pas sur plein, mais surtout sur deux structures dans le cerveau qui ont certainement été nommées dans ton podcast. C'est l'amygdale et l'hippocampe. C'est des structures qui sont importantes pour tout ce qui est émotionnel et aussi pour la consolidation de la mémoire traumatique. Donc, en gros, quand je vis un traumatisme, il y a ces opiacés, les opioïdes à l'intérieur de mon cerveau qui vont affecter l'amygdale et l'hippocampe, ce qui va faire que ce que j'ai vécu va être enregistré dans le cerveau de façon fragmentée, ou en tout cas pas d'une façon où le cerveau peut mettre une fin à cette expérience. Et du coup, ça peut conduire à des émotions intenses, à des états où je dissocie. Et là, du coup, il y a aussi un lien trauma-addiction vraiment au niveau neurobiologique, neurophysiologique. C'est important de pouvoir en effet comprendre ça. Est-ce que tu sais s'il y a des substances qui sont plus utilisées que d'autres dans le cadre du trouble de stress post-traumatique ? Oh, je pense que c'est toutes les substances qui peuvent apaiser, parce que quand j'ai un stress post-traumatique, c'est vraiment la dérégulation de mon système nerveux, ces émotions envahissantes d'un coup. Donc ça peut être le cannabis, c'est hyper fréquent parce que ça apaise. Ça peut être l'alcool parce que ça apaise et en plus ça me fait un peu oublier les choses difficiles. Enfin, l'alcool, ça apaise sur le moment, mais pas forcément les moments d'après. Ça peut être la cocaïne, parce que la cocaïne, c'est plutôt un excitant, mais il y a des personnes qui prennent la cocaïne et après, ils se sentent plus focalisés et, entre guillemets, plus apaisés. Ça peut être le tabac. C'est pas que le tabac, il est une action vraiment apaisante sur le plan neurophysiologique, mais il y a beaucoup de choses autour du tabac. Il y a aussi le geste. En fait, si, le tabac, il y a beaucoup de personnes qui utilisent ça aussi pour se canaliser, pour se rassurer. J'entends qu'il y a une forme de recherche peut-être d'apaisement à travers la prise de ces substances. Comment on accompagne une personne qui est concernée donc par les addictions et le trauma? Qu'est-ce que l'on va chercher peut-être à traiter en premier? Le plus cohérent, ce serait de traiter les deux en même temps. Parce que si je traite d'abord l'addiction, mais je ne m'occupe pas du trauma, eh bien, les effets du trauma vont toujours être là. Et là, on revient sur cette histoire de
d'utilité, entre guillemets, des addictions. Beaucoup de personnes utilisent les substances, par exemple, pour réguler les émotions. Si maintenant on enlève l'addiction, comment la personne fait pour réguler ses émotions? Et du coup, ce qui peut se passer, c'est on traite, par exemple, l'addiction du tabac. Et puis, vu que le système nerveux est toujours dérégulé, eh bien, il va y avoir un switch vers une autre addiction. La personne a arrêté de fumer, mais maintenant, elle a augmenté sa consommation d'alcool, par exemple. Et du coup, on passe d'une substance à l'autre, parce qu'en gros, on n'a pas à regarder le fond. Et si on fait ça à l'inverse, je traite d'abord le trauma, mais sans m'occuper des addictions, eh bien, là, je reviens sur ces opioïdes endogènes. Si je traite uniquement le trauma, les addictions, elles vont continuer à augmenter les opioïdes qui vont toujours altérer l'amygdale et l'hippocampe. Ça va faire que, impossible, c'est peut-être un peu fort, mais le traitement, la consolidation, le processement du traumatisme, ça va être incomplet, impossible, tout simplement parce que les structures dans le cerveau sont pas capables de vraiment consolider et intégrer quelque chose. Et du coup, le mieux, c'est vraiment d'adresser les deux en même temps, les traumatismes et l'addiction, par des personnes idéalement qui sont compétentes. Donc j'ai une collègue, par exemple, qui est spécialisée en PTSD, en traitement de trauma, et qui est spécialisée dans les addictions. Donc ça, c'est le top, parce elle a la vision globale et elle peut accompagner le patient vraiment dans les deux. Moi, personnellement, jusqu'à présent, je trouve que les addictions, ça prend beaucoup de temps. Donc, j'aime bien travailler en multidisciplinarité. Moi, je traite les traumas, par exemple, et même si je suis addictologue, j'aime bien adresser mon patient, la personne avec qui je travaille, à d'autres personnes qui vont travailler sur les addictions. Pour ça, c'est important d'être en lien étroit pour que ce soit cohérent et pour que ce soit vraiment le travail, que ce soit vraiment bénéfique pour le patient et pas qu'une personne, par exemple, l'addicto travaille dans son coin, celui pour les traumas travaille dans son coin. Après, il y a peut-être encore des infirmières au milieu, d'autres personnes qui travaillent avec le corps ou des personnes qui font une analyse ou de la TCC. Si chaque personne, mais ça c'est un truc un peu général, si chaque personne travaille dans son coin, ça va être beaucoup moins efficace pour les personnes au milieu que si tout le monde est en lien et travaille ensemble. C'est vraiment important cette question de mise en lien. Comment on accompagne une transition, j'imagine en douceur, vers un arrêt des substances quand la substance est là potentiellement depuis longtemps et entre guillemets qu'elle trouve son utilité, en tout cas pour la personne, dans la gestion peut-être de ses symptômes et dans les mécanismes de la personne? Oui, là on commence à parler des traitements. Donc il y a certaines substances où c'est plus facile parce qu'on a des substituts. Comme par rapport au tabac, on a les substituts nicotiniques qui qui marchent super bien si on les administre de façon adaptée. Par rapport aux substituts nicotiniques, du coup, juste un petit état parenté. Je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais jusqu'à il y a pas longtemps, souvent les personnes m'ont dit oui, mais j'ai déjà essayé les patchs de nicotine, mais ça marche pas. Et ben ça marchait pas parce que une personne qui fume 30 cigarettes par jour, souvent un patch c'est pas assez. Donc souvent les personnes étaient sous-dosées et du coup il n'y a pas assez de nicotine pour que la personne ressente l'effet. Bref, mais là je perds un peu le fil. Donc il y a des substances où il y a un substitut qui aide vraiment et sinon il y a cette grande question de la régulation émotionnelle. Moi je pense que chaque personne qui présente des addictions doit apprendre à prendre conscience de ce qui se passe dans son corps, à prendre conscience des émotions qui sont là, à apprendre à être avec et apprendre à les gérer. Parce que du coup, quand on lève la substance ou le comportement, eh bien les émotions vont être là, non canalisées. Et si j'apprends
qu'est-ce qui déclenche ces émotions fortes. Si j'apprends à sentir, oula, là, ça commence à monter. Si j'apprends des outils pour les moduler, eh bien là, je peux diminuer la substance ou le comportement progressivement. De toute façon, moi, je suis toujours dans le progressif et pas trop dans le brutal. Parce que quand ça se fait progressivement et les substituts, par exemple, ça nous aide à prendre le temps, eh bien, je peux apprendre d'autres mécanismes qui vont m'aider sur la durée. Donc, si je comprends bien, l'idée, en fait, serait de travailler sur la régulation émotionnelle ? Dans un premier temps, parce que, et ça, tu as dû le démontrer dans ton podcast aussi, là, on va plutôt parler de trauma ou gestion du stress, des émotions. La première phase dans le traitement, c'est toujours la stabilisation. Dans un premier temps, je vais apprendre aux patients ou à la personne que j'accompagne à se réguler pour retrouver une stabilité, pour fonctionner entre guillemets dans la vie. Et dans un deuxième temps, quand ça marche bien, la personne elle a appris vraiment à avoir conscience dans son corps, à sentir là il y a des émotions difficiles et à les réguler elle-même sans forcément devoir prendre une substance. Eh bien là, la personne a atteint une certaine stabilité et à partir de là, je peux commencer à adresser les traumas. Et donc travailler sur le fond. Et quand ensuite les traumas sont intégrés, modulés et que j'ai trouvé, quand j'ai en gros traité ce qui est sur le fond, je vais avoir beaucoup moins besoin d'utiliser mes outils sur la surface parce que mon système nerveux, il va être beaucoup plus apaisé dans la durée. Et là, du coup, je pense à un autre truc, c'est le corps, en fait. Parce que les personnes qui ont des addictions sont souvent très déconnectées de leur corps, comme les personnes qui ont vécu des traumatismes. Donc, en fait, il y a beaucoup de parallèles. Je vous propose une pause dans cet épisode. Pour soutenir mon travail, pensez à vous abonner, à partager ou à commenter l'épisode. Retrouvez sur ma page Instagram hippocampe-podcast toutes les actualités du podcast ainsi que du contenu en santé mentale pour mieux comprendre certaines notions et continuer à s'enrichir davantage. Je suis toujours avec Olivia Chiwal, psychiatre. Olivia, justement, donc tu parlais à l'instant du corps. Quel lien peut-on faire donc entre notre thématique aujourd'hui, trauma, addiction, et avec le corps ? Le corps et le trauma, bon, ça c'est assez clair. J'ai vécu un trauma et donc ce que je vis dans le corps est tellement insupportable que je me coupe de mes sensations. Et les addictions, souvent ça s'est déjà passé pour les personnes qui ont des traumas et des addictions. Et après, il y a aussi les personnes qui vont aller dans les addictions parce qu'ils ne ressentent plus leur corps. Et en consommant par exemple la cocaïne, ils se sentent de nouveau. Ils se ressentent, ils se sentent vivants, ils sentent les sensations. Mais du coup, ils ont pris l'habitude de devoir toujours avoir recours à quelque chose, à des stimuli extrêmes pour pouvoir se sentir. Et donc, dans les deux cas, il est intéressant d'apprendre de nouveau à ressentir dans son corps, premièrement en sécurité, apprendre que les sensations dans mon corps, c'est pas que des sensations hyper désagréables, ça peut être des sensations agréables qui me réconfortent et qui me régulent, et aussi apprendre à ressentir mon corps dans les sensations fines et pas seulement dans la douleur. Donc là, je mélange un peu tous les cas de figure, mais c'est vraiment important d'apprendre à ressentir. Premièrement, pour me sentir exister. Deuxièmement, pour réapprendre à habiter mon corps de façon agréable. Et troisièmement, pour pouvoir réguler mes émotions. En effet, j'entends l'importance de cette régulation. Quels traitements sont possibles donc pour accompagner une personne ? Ok, donc j'ai parlé des traitements substitutifs tout à l'heure par rapport aux addictions qui existent pour le tabac et l'héroïne notamment, et l'héroïne et la codéine, enfin les opiacés.
Après, il y a d'autres traitements médicamenteux où je vais pas aller dans le détail, que j'aime plus ou moins, parce qu'il y en a qui ont pas mal d'effets secondaires. Donc, ça, c'est à voir au cas par cas. Mais il y a des traitements qu'on peut, en effet, proposer et essayer pour voir si ça peut aider la personne. Et après, il y a tout l'aspect psychothérapeutique. Donc, il y a la thérapie cognitive ou comportementale qui va plutôt s'adresser au comportement vraiment dans le ici et maintenant. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme outil pour modifier mon comportement? Après, un truc que j'ai oublié même dans mes notes, il y a l'hypnose qui est super, autant pour les addictions que pour les traumas, que pour la régulation des émotions. Il y a la mindfulness, la pleine conscience, pour laquelle il y a beaucoup d'études qui ont été faites et qui démontrent vraiment un impact sur, par exemple, l'état dépressif, mais aussi sur tout ce qui est prise de conscience de qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce qu'il y a comme stimuli. Enfin, la pleine conscience, c'est un peu pour moi mon outil de base, parce que souvent on prend l'addiction aussi pour fuir ce qui est là, les émotions difficiles. Et dans le trauma, de toute façon, on est inconsciemment un peu dans la fuite tout le temps. Pareil, la dissociation, c'est mal. Enfin, faut pas le définir comme ça. C'est pas une fuite en soi, mais c'est un mécanisme, la dissociation, qui permet au corps de vivre en évitant les choses difficiles. Et la pleine conscience, elle nous aide à apprendre à être sans jugement avec ce qui est une énorme étape. Et puis, il y a l'autocompassion, qui est pour moi une clé fondamentale, parce que justement, autant les personnes qui ont vécu les traumatismes que les personnes qui ont des addictions ont souvent beaucoup de honte, beaucoup de culpabilité, ont souvent une image très, très négative d'elles-mêmes, ce qui vient souvent de l'entourage aussi, parce qu'il y a beaucoup de jugement par rapport au moment où je suis débordée par mes émotions et aux addictions. Il y a beaucoup de jugements, c'est très stigmatisé. Les addictions aux substances, les addictions au comportement sont peut-être plus cachées, moins vues, du coup moins stigmatisées, mais il y a souvent une image très négative de soi-même. Et du coup, cet apprentissage de se regarder avec un regard bienveillant, de construire une relation saine, aimante avec soi-même, c'est fondamental pour moi. Parce que à partir du moment où je commence à m'aimer, à m'apprécier et à vouloir le meilleur pour moi, eh bien, automatiquement, je vais diminuer et peut-être même arrêter ces comportements qui sont néfastes pour moi. Et du coup, par rapport au corps, je ne sais pas si je peux parler de techniques ou d'outils vraiment précises. Moi, je travaille avec la thérapie sensorimotrice qui est extraordinaire pour moi parce qu'elle amène dans le corps de façon vraiment avec bienveillance et au rythme de la personne. Ça, c'est important aussi pour moi, de respecter le rythme. Ça sert à rien d'amener quelqu'un dans les sensations à fond. Si ça me bouleverse, je vais retomber dans mes addictions. Mais oui, la régulation des émotions, ressentir le corps, travailler avec les ressources, retrouver les ressources. Quand j'ai vécu un traumatisme, souvent ça me coupe de mes ressources. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus là, mais il faut que je réapprenne à les contacter. C'est important à cette question des ressources. Et me vient une question, est-ce que l'on pourrait dire qu'il y a toujours du trauma dont les problématiques d'addiction et quel type de trauma tu pourrais identifier? Très bonne question. Alors, nécessairement, moi j'aime pas trop les toujours et jamais. Donc, je ne dirais pas que derrière toute addiction, il y a nécessairement du traumatisme. Et en même temps, derrière les addictions, il y a souvent cette difficulté à réguler les émotions. Et ça peut souvent venir, comme on a dit, d'un traumatisme, un accident de voiture, etc. Et ça peut aussi venir des traumas ou des blessures importante dans l'attachement. Et donc, moi, personnellement, quand je vois une personne pour les addictions,
C'est un peu ça que je disais. Tellement je suis passionnée par ce qui est derrière que j'aime bien orienter la personne pour les addictions à quelqu'un d'autre qui s'occupe, entre guillemets, superficiellement du comportement. Et moi, je vais aller regarder avec la personne qu'est-ce qui est derrière. Et donc, forcément, je vais, après avoir passé la phase de stabilisation émotionnelle, aller regarder qu'est-ce qui est à l'origine. Et du coup, souvent, même si on ne parle pas de trauma d'attachement, souvent on arrive aux blessures d'attachement qu'on a tous, en fait, et qui font qu'on va se sentir peut-être en insécurité ou menacé dans les relations interpersonnelles. Et pour moi, ça, c'est aussi un peu la base pour tout. En fait, on est des êtres de lien. Et si on se sent en insécurité dans le lien avec les autres, dans le lien avec soi-même, eh ben, il va y avoir des émotions qui vont me bousculer, que je vais avoir du mal à réguler. Et du coup, peut-être, non, certainement, développer au moins des comportements, des stratégies. Là, on arrive aux stratégies adaptatives, des stratégies pour me sentir superficiellement peut-être, mais pour me sentir en sécurité. Et tout ça fait que je suis pris dans des mécanismes inconscients qui font que je peux pas être vraiment moi-même, qui font que je peux pas me sentir libre. Et ça, c'est passionnant. Et du coup, j'en profite pour parler un peu de ce qui me passionne. Par exemple, j'ai développé un cours en ligne qui s'appelle Ma sécurité intérieure et où on travaille justement cette phase 1, cette phase 1. Comment je peux commencer à me ressentir en sécurité, apprendre que j'ai des ressources à l'intérieur de mon corps que je peux utiliser, qui vont m'aider à moins avoir recours aux substances, que je peux remplacer. C'est un peu comme des substituts en fait, sauf que c'est un substitut que j'ai à l'intérieur de moi. Réapprendre des mouvements cohérents, des mouvements intégrés, apprendre à habiter mon corps et du coup à être capable à faire de la place pour ce qui est en dessous, pour ce qui se passe vraiment dans les relations, pour là où je suis peut-être en difficulté et pour commencer à apprendre des moyens pour assouplir les stratégies que j'utilise. Je sais pas, c'est peut-être très abstrait, mais... Non, c'est très clair. Moi, ce que j'entends, c'est retrouver une forme de sécurité avant d'aller traiter les traumatismes. Tout à fait, ouais. De trouver une sécurité à l'intérieur de soi, une stabilité, une agency, les anglophones, ils appellent ça, une capacité d'action, apprendre que je ne suis plus obligée de subir tout ce qui vient de l'extérieur et tout ce qui vient de l'intérieur, mais que moi, je peux avoir une action sur comment je vis les choses. Et je peux jamais contrôler ce qui vient à moi de l'extérieur, mais je peux toujours contrôler ou choisir comment je réagis à ça. Mais ça, j'ai le choix uniquement quand j'ai appris à sentir ce qui se passe à l'intérieur de moi et à gérer mes émotions, mon système nerveux en fait. Il y a cette histoire de window of tolerance, la fenêtre de tolérance, tu en as certainement parlé. Ouais. Donc, d'apprendre à savoir, oh, là, je suis en train de sortir de ma zone, de ma fenêtre de tolérance et comment je peux faire pour re-rentrer sans avoir besoin ni d'une substance, ni d'une autre personne. Une autre personne, ça peut toujours être aidant, mais ça peut être bien de faire ça moi-même. On arrive à la fin de cet épisode. J'aime bien demander à mes invités s'ils ont des ressources supplémentaires à nous partager. Est-ce que tu aurais des suggestions de livres pour nos auditeurs et nos auditrices pour aller plus loin sur cette thématique ? Ce que j'ai vraiment envie de partager, c'est 3 livres. Donc un pour les traumas, mais qui a peut-être déjà été cité, c'était Trauma and the Body de Pat Ogden. Ah, il n'a pas encore été cité. Waouh! Ça, c'est un merveilleux livre qui a été traduit en français. Pat, c'est celle qui a établi la thérapie sensorimotrice. Et son livre, il doit s'appeler Le trauma et le corps.
j'imagine, quelque chose comme ça. Et c'est une perle. Et après, par rapport à l'autocompassion, qui pour moi est quand même une clé pour tout aussi, c'est Christopher Germer et Christine Neff. Alors Christine Neff, elle a écrit un livre qui s'appelle S'aimer. Et Christopher Germer, il a dû écrire plusieurs livres entre-temps, mais surtout il a un site internet, chrisgermer.com, je pense, si vous parlez anglais, où il a des méditations guidées qui sont magnifiques, qui sont juste magnifiques. Et eux, ils ont développé un programme Mindful Based Self-Compassion qui arrive en France, je pense aussi, et où on peut apprendre la pleine conscience combinée avec la compassion envers soi-même. Et c'est life-changing. C'est vraiment, ça change tout. C'est ça que j'ai envie de partager. Merci beaucoup, Olivia. Merci beaucoup, Marie. J'ai trouvé que c'était très riche. Ça m'a replongé dans les addictions que je traite un peu moins. Et merci de faire le travail que tu fais, qui est important. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode en intégralité. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très vite.